Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner il y a Hugo. Hello. Élise. Salut. Et Bastien. Salut. Dans cet épisode, on va parler de deux films américains, le classique 12 hommes en colère de Sidney Lumet et de son remake de William Friedkin. C'est parti! Alors, 12 hommes en colère, c'est un huis clos américain tiré d'une pièce de théâtre de Reginald Rose. Alors lui, comment il a eu l'idée d'écrire cette pièce ? Tout simplement parce qu'il avait été lui-même juré dans une affaire d'homicide involontaire, et ça l'avait beaucoup marqué. Henry Fonda, qui est le célèbre acteur américain qu'on a pu voir dans Il était une fois dans l'Ouest par exemple, il a eu un gros coup de cœur pour l'histoire, et même s'il avait aucune expérience dans la production, il s'est associé à l'auteur de la pièce pour en faire un vrai film de cinéma cette fois. Pour la réalisation, ils ont décidé de laisser sa chance à Sidney Lumet, qui n'avait aucune expérience dans le cinéma, mais qui avait beaucoup travaillé pour la télévision. C'est donc comme ça que le film voit le jour en 1957. Depuis, Sidney Lumet il est considéré comme un des meilleurs metteurs en scène de tous les temps, et on lui doit entre autres Serpico ou Un après-midi de chien. Et à votre avis, est-ce que le film il a été un succès à l'époque ou pas ? Je crois que le film a pas très bien marché. Moi j'aurais été un peu optimiste, j'aurais dit qu'il aurait marché, mais je suis un peu mitigée, je sais pas. C'est plus l'époque des gros peplums aussi, je pense, oui, non ? Oui, ça aussi. Je crois que le film n'a effectivement pas marché et que malheureusement Henry Fonda étant producteur, ça l'a un peu calmé et il a pas voulu remettre le nez dans la production dans la suite de sa carrière. Ouais, exactement. Okay. Et en fait, du coup, effectivement, le film, il a eu des critiques élogieuses, par exemple du New York Times ou encore de Variety, etc. Mais effectivement, au niveau commercial, ça a été un échec, parce qu'il avait un budget de 337 000 $, ce qui équivaut aujourd'hui à un peu plus de 3,5 millions, mais il en a rapporté à peine 1 million $. Donc ce qui a juste permis de rembourser le film et ses frais marketing. Et effectivement, j'ai lu que Henry Fonda, il avait demandé à être payé en différé et de récupérer en fait un peu d'argent sur les recettes du film. Sauf que comme le film n'a pas assez marché, il n'a pas du tout récupéré la mise. Il n'a rien reçu, quoi. Ok. Ah ouais. Ok. Et le film a été nommé 3 fois aux Oscars, mais il en a remporté aucun, puisque cette année-là, c'était le pont de la rivière Kwai qui a tout raflé. Ah, forcément. Il a quand même gagné quelques prix, dont un ours d'or à Berlin. Et aujourd'hui, 12 hommes en colère, du coup, a une moyenne de 9 sur 10, et il est le 5e meilleur film de tous les temps sur IMDb. Mérité. Eh bien. On écoute tout de suite la bande-annonce. Un huis clos sous haute tension. Oh, quelle chaleur. Qui vote non coupable ? Un seul. L'accusation ne repose en fait que sur 2 seuls témoins, c'est tout. Un témoignage susceptible de conduire un gosse à la mort devrait être pris. Nous devons approfondir un peu. Oh, je vous en prie. Seul contre tous, Henry Fonda a un doute raisonnable. Je tiens à changer mon vote en non coupable. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous, hein ? Vous savez qu'il est coupable et qu'il faut qu'il paye et vous le laissez filer entre vos doigts. Vous voulez que ce gosse meure parce que vous y tenez personnellement et non pas à cause des frais. Sidney Lumet plaide contre l'erreur judiciaire. 12 hommes en colère. Donc on peut se demander pourquoi, 40 ans plus tard, William Friedkin, qui est le réalisateur de L'Exorciste, Sorcerer, French Connection, il a décidé de faire un remake de ce film qui, dans les années 90, était déjà considéré comme un chef-d'œuvre. Donc est-ce que vous avez un peu une idée ou pas ? Est-ce que c'était un truc de commande pour les 40 ans du film ou pas ? Non, pas du tout, mais c'est une bonne idée. Ok. Oui. En 94, t'as le procès d'O.J. Simpson. Oui, je me dis exactement, c'est ça. Ok. O.J. Simpson. Est-ce que, Bastien, tu veux expliquer un peu ce que c'est ? Le procès d'O.J. Simpson, c'est juste celui d'un footballeur américain qui avait été accusé d'avoir tué sa femme. Ouais. Et le procès a été hyper médiatisé. Il a été acquitté peut-être en 97 ou je sais plus quoi. Ça a remis beaucoup en question le système judiciaire américain, de comment la réalité peut être déformée, et même quels sont les témoins. Je pense que ça a choqué beaucoup de personnes à l'époque. Puis les préjugés que tu peux avoir, la justice à double préjugés vitesse. raciaux, préjugés de stars aussi, de comment défendre une star. Ça, c'est du pain béni pour Friedkin, en tout cas. Clairement. C'est un cinéaste de l'ambivalence. Il y a personne qui est soit bon ou mauvais. Et du coup, voilà, la thématique est absolument logique pour lui. Et qui plus est, Friedkin, à cette époque-là, ça faisait quand même quelques années qu'il était sorti de ses succès. Oui, il avait plus d'échecs à cette période. Sorcerer devait être le dernier bon qu'il a fait, fin 80, quoi. Et encore, Sorcerer a été un échec au box-office. Ouais. Voilà, et donc en gros, c'est à cette période du procès que Friedkin il a surpris une discussion entre son fils de 12 ans et ses potes, qui se demandaient ce que c'était un doute raisonnable. Du coup, ça lui a directement fait penser à 12 hommes en colère. Marqué par cette affaire, il a travaillé avec Reginald Rose et la chaîne de télévision Showtime, qui était dans l'ombre de HBO à l'époque, et c'est comme ça que le remake est né en 1997.
Et alors, à votre avis, est-ce que le remake, il a été bien accueilli ou pas? J'ai pas l'impression que ça ait fait grand bruit, parce que j'ai l'impression que ce remake est resté vraiment dans l'ombre. Ouais, pareil, j'en ai jamais entendu parler, malgré tous les Moi non acteurs plus. intérieurs. Donc, Mais en fait, il a plutôt bien marché à l'époque. Et la chaîne Showtime, ça lui a permis de se faire connaître. Et même les critiques ont très bien accueilli le film. Alors qu'on aurait pu se dire qu'ils allaient justement en profiter pour le tirer dessus. Mais non, en fait, Ouais. le film obtient aujourd'hui la note de 7,8 sur IMDb. pas mal. Pour un téléfilm comme ça, c'est pas mal du Je tout. voulais juste dire, c'est quand même difficile de s'attaquer à un chef-d'œuvre comme le film de Lumet. Oui, ça aurait pu être casse-gueule. Mais ça, on va, je pense, en parler. Ouais, on va en parler. Et donc, du coup, est-ce que vous aviez vu ces films avant le podcast ou pas? Moi, je suis un bon exemple. J'avais pas du tout vu les deux. Donc, D'accord. j'en avais entendu parler, surtout pas le remake, mais l'original. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le regarder, donc ça a été une bonne découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai honte. Ça fait 10 ans qu'il est dans la to-do list à voir et je l'ai jamais vu en fait. Donc c'est la première fois que je le vois. C'est la shame list. C'est clair. Et toi, Bastien? J'ai vu la version de Lumet il y a des années maintenant, parce que j'ai une petite passion pour Henry Fonda en tant qu'acteur. D'accord. Donc ok. ça fait partie des incontournables. Et non, j'avais jamais vu le Friedkin, ça m'avait toujours étonné, mais je m'étais jamais intéressé à ce remake-là parce que j'en voyais pas forcément l'intérêt. Et en plus, je crois qu'il était pas visible pendant très longtemps, hein. Avec son statut de téléfilm. Moi, j'avais vu l'original il y a une quinzaine d'années parce que je bossais dans un vidéoclub et que, un peu comme toi, Hugo, c'était un peu la honte de pas l'avoir vu dans un milieu aussi cinéphile, quoi. Par contre, je savais pas du tout qu'il y avait eu un remake et je l'ai appris là quand je cherchais des films pour le podcast. Donc j'ai été super surprise de voir que c'était Friedkin qui avait réalisé. Surtout un téléfilm par Friedkin, je trouve ça marrant quand C'est même. tellement bizarre. Je t'avais jamais raconté quand j'avais fait son interview à TCM Cinéma. Non? Bah j'étais là, Hugo. T'étais là, tu te souviens? Mais oui, j'étais là, il m'a mis la main sur l'épaule pour faire une photo, je m'en souviens toute ma vie. C'est pas vrai. Allez, fanboy. Si. Je me suis dit, je peux mourir tranquille. Hop, c'est bon. Mais quand tu lui parlais de l'exorciste, il voulait pas en parler presque. Parce que si bon tu lui parlais de la musique, par exemple, Ouais. qui est assez incroyable, il dit non, je déteste cette musique, je voulais pas qu'elle soit dedans au début et tout ça. Donc c'est marrant, en fait, tout ce que tu penses que les gens vont aimer par rapport à un film, lui, il l'aura pas aimé parce qu'il aime que des trucs de niche, vraiment. Ah, Donc c'est il fou. est drôle. Maintenant qu'on a planté le décor, on va pouvoir passer à l'analyse. Alors, parlons un peu de l'original. Étant donné que le scénario, il est respecté à la lettre, on va pouvoir se concentrer sur tout ce qu'il y a autour. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par parler un peu de la mise en scène? Il y a un truc que j'aime bien dans la mise en scène, c'est l'évolution au fur et à mesure. Ça se resserre autour d'eux, ils sont de plus en plus en sueur. À partir du moment où il y a la pluie qui tombe, déjà t'as la lumière qui devient de plus en plus basse, qui devient beaucoup plus baroque, presque du Citizen Kane, quoi, au niveau de l'éclairage. Et le bruit constant de l'eau derrière, tout pour les rendre au fur et à mesure beaucoup plus nerveux et agressifs entre eux. Agacé Ouais, c'est aussi. ça que j'aime beaucoup. Ouais, et ça crée une espèce de tension. Ça devient au bout d'un moment un peu hors contrôle. Mais ouais, c'est vrai que le décor joue beaucoup là-dedans. Parce que au final, tu penses que c'est un petit décor, c'est un huis clos, on va pas trop plonger dedans, mais au final, je trouve que ça fait partie vraiment comme un autre personnage. Et alors moi, il y a un truc très drôle aussi que je voudrais ajouter, je l'ai vu hier. Et hier, il faisait extrêmement chaud chez moi. Et en plus de ça, j'ai eu la pluie au beau moment. Parfait. Expérience 4D. Ouais, trop bien. Dans le remake, il y a une mise en scène qui est différente. Elle est beaucoup plus découpée, elle est beaucoup plus moderne. Je pense que c'est le côté téléfilm du remake qui je sais pas, qui le rend un peu plus calme Ah ouais? ou un peu plus spécial. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je sais pas, le remake, il m'a un peu calmé au niveau du côté téléfilm parce que j'ai l'impression de voir un téléfilm des années 90 à la mode Stephen King ou autre. Pour moi, c'est un côté rassurant parce que c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Ouais, je trouve que comme on reste sur l'exercice du huis clos, pour un réalisateur ou l'autre, ça reste essayer d'imaginer comment on peut dynamiser toute une pièce de théâtre. Ouais. Et les deux réalisateurs le font d'une manière un peu différente. Là où Lumet, en fait, va jouer entre l'utilisation d'une focale longue et d'une focale courte pour parfois aller enfermer ses personnages, aller faire des gros plans sur eux, justement, quasiment éclairés avec presque une bande de lumière, leurs yeux, principalement Fonda d'ailleurs, mais évidemment Fonda est la source d'espoir de C'est tout ça. beau. Et il y a des beaux yeux. Et voilà, mais oui, c'est vrai, Fonda, il est formidable, il est parfait. Non, sur la mise en scène et tout, on a quand même une caméra dans l'original qui est relativement mobile, qui est assez fluide avec les acteurs, qui a un petit peu de mouvement, etc., pour briser une mécanique vraiment de routine, de chant contre chant, qui serait quand même assez ennuyeuse. Là où Friedkin, moi j'ai eu le sentiment qu'il a essayé de remettre un truc un peu plus réaliste, entre guillemets, avec peut-être même des dialogues qui sont
moins écrit et plus parlé. Et du coup, sa caméra fait preuve d'un peu moins de brio, c'est-à-dire qu'il joue un peu moins là-dessus. Cela dit, j'ai lu comme anecdote qu'il avait quasiment utilisé pendant tout le tournage 2 caméras pour en avoir une qui prenait en compte l'action globale et pour laisser aux autres opérateurs le soin d'aller focus sur un acteur pour avoir des réactions, pour avoir tout ça. Donc voilà, il a quand même multiplié les choses. Après, Friedkin joue un tout petit peu plus avec les décors parce que il sort un peu sa caméra de temps en temps de la pièce. Alors c'est pas grand-chose, mais voilà, ça lui permet de juste renouveler un petit peu les choses. Oui. Après, le décor dans le remake, il est génial. C'est vraiment, tu sens que t'es à New York, quoi. Je sais pas comment dire, t'as l'impression d'être dans une série policière des années 90, quoi. Ça me fait beaucoup penser à The Shield aussi. Exactement. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec toi, Hugo, du coup, quand tu disais que c'était peut-être un peu moins dynamique ou moins recherché et tout, parce que je trouve que, justement, dans le remake, t'as la caméra au point, ça fait un peu reportage sur le vif. La caméra, elle est tout le temps en train de trembler, en train de bouger. Parfois, les plans, ils sont complètement cassés. Et je trouve que ça apporte énormément de nervosité. Et en plus, je trouve que ça fait beaucoup plus crade aussi. Ah oui, c'est le décor, il est plus crade. En fait, je disais pas que c'est moins énergique. Je trouve que c'est plus un produit de son temps. Ouais. Avec le côté qui est un peu moins dignifié de l'endroit, tu vois, du tribunal qui est super beau dans l'original, qui est vraiment une pièce. Tu sens que tout est en marbre et compagnie. Alors que là, tu sens vraiment le tribunal de quartier. Les murs sont marrons, les fenêtres qui merdent. Limite, tu sens la transpi dans la salle, quoi. Clairement. Tu sens la transpi et la vieille clope, en fait. Ça me donne ce sentiment de Predator 2, où tout le monde est en sueur, en pleine vague de chaleur et tout ça. Pas sur les mêmes genres, mais... Bonne référence. Ah ouais, mais moi je pense à ça à chaque fois. J'ai ce truc de l'été horrible qui fait suer tout le monde, où tout le monde est en sueur. Moi, je voulais juste un tout petit peu parler des méthodes de travail. Donc, c'est vrai que Sidney Lumet, donc lui, ce qu'il a fait pour un petit peu préparer ses acteurs, c'est qu'il leur a demandé de rester dans la même pièce pendant plusieurs heures pour répéter leurs répliques sans les filmer. Donc, c'était l'idée qu'ils vivent en fait ce qu'ils allaient vivre dans le film, avec l'agacement, d'être toujours avec les mêmes gens, etc. Il a fait 2 semaines de répète et du coup, grâce à ça, le film, il s'est tourné en une 20aine de jours, ce qui est un record pour l'époque. Et de son côté, Friedkin, lui, il déteste les répétitions. Mais en fait, j'ai lu une interview qui m'a fait mourir de rire. Mais donc lui, c'est quand même un peu un gros taré sur ses plateaux en général. Mais quand on lui demande du coup ce qu'il faisait pour maintenir une tension pour une scène, il dit que pour ça, il tirait des coups de feu un peu partout sur le plateau pour secouer les gens et les mettre un peu à bout de nerfs. Mais il est fou. Donc après, bon, je suis pas sûre qu'ils aient fait ça pour 12 hommes en colère. Ça s'y prête pas trop, il y a pas de gun et tout. Mais je me dis, le mec est quand même complètement déglingué. Quoi. Ah, je pensais qu'il les avait enfermés, pareil, tu vois, avec une chaleur pas possible pendant 3 heures. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'original, bizarrement, il y a beaucoup de regards caméra. Oui, il y en a quelques-uns, effectivement. Henry Fonda, il en fait souvent. Et c'est comme s'il mettait le spectateur à témoin du choix de... Vous faites partie, en fait, de ça. Vous allez aussi donner votre avis par rapport à ça. C'est marrant de voir des regards caméra, surtout dans des films en noir et blanc, ou surtout dans un film aussi au standing. Bah, moi, je trouve que ça peut limite s'entendre par rapport au remake, parce que dès le début, le film, il s'ouvre sur un plan sur l'accusé. Et en fait, je trouvais que ça faisait un peu ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que, regardez, là, vous pouvez mettre tous vos préjugés dans le premier plan parce que vous savez rien de l'histoire, vous savez pas qui il est, mais tout de suite, vous avez un jugement sur lui. C'est vrai. Alors que dans l'original, l'accusé, on le voit qu'après qu'on sache qu'il y a tout ce procès. C'est vrai que l'original, en fait, il te met pas du tout en empathie avec le gamin, il te met directement avec les jurés. Mais c'est limite un dégât collatéral, le gamin, tu vois, par rapport à ça. Comment juger avec les faits, en fait, plus qu'avec les sentiments. Oui, mais c'est une fonction aussi, le gamin. Il est pas trop typé, je crois, dans l'original. C'est un hispanique dans le remake. Après, tout le remake joue justement sur les préjugés raciaux beaucoup plus que l'original. Clairement. Dans l'original, c'est plus sur les classes sociales. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. Ce remake n'a quasiment d'intérêt que parce qu'il est remis dans l'Amérique de la fin des années 90 et du coup, tous les changements opèrent. Les acteurs, enfin les personnages, on va en reparler, mais... parlons-en maintenant, du coup. Les personnages, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que chez Lumet, on joue principalement à travers l'apparence physique. Quasiment tous les jurés, à part peut-être 2, sont en costume, donc quasiment tous uniformisés. On est dans les années 50 et il y a quand même un besoin de conformité. Donc ça, c'est un truc important qui permet à Lumet de leur donner tous la même apparence pour justement faire voler en éclats à travers leur discours et leurs idées, etc. Ce costume
qui est conforme. Ils ne font qu'un, en fait. Ils sont censés représenter la société américaine dans son ensemble, donc de pas être individualisés, quoi. En gros, c'est... Voilà, et d'autant plus, et c'est important de le dire malgré tout, ce sont tous des hommes blancs, alors avec des degrés sociaux différents. Oui. Et Friedkin, ce qu'il va faire, c'est de remettre le truc dans l'Amérique contemporaine, et donc du coup, avec ses acteurs, alors évidemment le casting est brillant, mais dans les 2 films, mais dans ses acteurs, il va aussi utiliser par exemple leurs vêtements comme un révélateur de l'identité sociopolitique. Ouais. Les costumes parlent de la position sociale. Les classes moyennes sont en chemisette. Ouais, il y en a un qui est en t-shirt même, qui vient des bas quartiers justement. Ouais, voilà, c'est ça. Et les vêtements et les comportements sont plus diversifiés et représentatifs de la diversité sociale et culturelle de chacun. Dans les années 90, en tout cas, les États-Unis ne sont plus cette société des années 50, c'est une société multiculturelle. Donc Friedkin met ça en scène directement avec les costumes et les personnages. Même au niveau des minorités ethniques, ils sont même diversifiés avec le mec qui est Nation of Islam, l'autre qui est un peu plus blue collar, l'autre qui est banquier, et même le flic. Et puis même, il y a le président du jury qui est noir, ce qui est quand même pas rien, hein, ça veut dire que vraiment les noirs ont leur place dans la société. Et aussi le raciste, parce que le plus gros raciste dans la pièce, il est noir, et c'est quand même assez rare de voir quelqu'un qui est issu d'une minorité qui joue un rôle de raciste aussi. C'est vrai qu'il y a une énorme diversité. Tu vois clairement New York des années 90, quoi. Tony Danza, je m'attendais pas à voir Tony Danza dans ce film, j'avoue, quand il a commencé. Tony Danza, juste si tu peux rappeler qui c'est. Tony Danza, c'est le personnage principal de Madame est servie. Jack Gandolfini, c'est le personnage principal dans Les Sopranos. Donc c'est italien de New Jersey. T'as l'accent new-yorkais, t'attends ce qu'il se gabagoule et tout ça, donc c'est cool en fait. C'est marrant. Par contre, il y a quand même un point commun entre le remake et l'original, c'est que dans le jury, il n'y a pas de femmes. Est-ce que vous voulez pas en parler? Où sont-elles? Sauf à part dire des blagues sur ma belle femme. Oui, attends, mais parlons-en un peu. Parce que du coup, légalement, dans les années 50, les noirs et les femmes, ils avaient le droit de siéger dans les jurys. Et les juges et les procureurs, ils faisaient en sorte de les récuser. En prenant comme excuse que forcément ils allaient pas comprendre vu la complexité des affaires judiciaires. Wow, putain. Voilà. Donc finalement l'original il est plutôt réaliste en mettant que des hommes dans le film. Et en plus justement là où c'est quand même un petit peu abusé, c'est que dans l'équipe du film il y a qu'une seule femme qui est créditée, c'est la script. Bien sûr. Bien sûr, la script. Et donc c'est la seule meuf de toute l'équipe du film. Pauvre. Et donc dans le film, il y a quelques petites remarques, je sais pas si vous vous souvenez, mais qui moi m'ont fait un peu rire, on va dire, par rapport aux lunettes. La voisine qui ne veut pas porter ses lunettes au procès parce qu'elle voulait paraître plus jeune et les femmes sont comme ça. Et après, il dit aussi Henry Fonda. Ignorez-vous qu'une femme qui porte des lunettes ne tient pas à les mettre quand elle sort parce que ça l'enlaidit? C'est Ugly Betty le truc ou c'est quoi? Dans le remake, il y a aussi ce passage, mais il est un petit peu plus fin. Ça passe par un personnage qui dit que... Vous n'avez jamais rencontré de femme qui avait besoin de lunettes mais qui refusait de les porter parce qu'elle trouvait que ça les rendait moches? Oh si, ma femme. À peine sortie de la maison, elle enlève ses lunettes, elle les met dans son sac, elle s'avance sur le trottoir et elle marche dans la merde. Et à l'origine, dans le remake, Friedkin, il avait envisagé d'ajouter des femmes au casting. Et le studio de prod avait pensé à Michelle Pfeiffer dans le rôle principal. Donc en gros, le rôle d'Henry Fonda. Mais finalement, ça s'est pas fait. Et Friedkin a offert le rôle du juge à une femme, histoire de dire qu'il y avait au moins une femme dans le film, quoi. Merci. Un ajout notable, même si effectivement c'est timide. C'est ce qui m'a fait marrer, c'est le 12e juré. La pub, là? Celui de la pub, de voir que c'est Grissom. Le mec des experts, ça m'a tué, en fait. Ouais, William Peterson. Il y a Edward James Olmos aussi, qui est un grand acteur qu'on retrouvera dans Battlestar Galactica. Ouais, carrément. George Scott, qui est quand même qui est dans le Patton. colonel Platoon. Ouais. Patton, oui, pas Platoon, pardon. Puis Jack Lemmon, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais... Ouais, c'est Certains l'aiment chaud, La Garçonnière. Le 10e juré, il me disait un truc, et en fait, c'est Booba dans Forrest Gump. Oui, tout à fait. Michael T. Williamson. Je me suis dit, merde, j'en reconnais aucun. Ah ouais, pourtant c'est les années 90. Ouais, je connaissais pas Madame est servie, mais maintenant ça me dit... Tu connaissais pas T'as forcément entendu parler ce truc sur M6, tu l'as forcément entendu. Attends, mais je suis 94, mais... 94, attends, t'es pas si jeune que ça, quand Merci. Non, mais Service, c'est 1984, la série. Ah, mais voilà, calmez-vous. Alors, il y a eu... c'est 1984 à 1992. Ouais, donc je pense que... Encore, oui, voilà, j'ai vu des rediffs, parce qu'il y a eu 8 saisons quand même. Ouais, mais nous, on regardait TF1 à l'époque. Chuck Norris. Donc, du coup, toi, en gros, Élise, le casting, il te parlait pas du tout. Le mec des experts, là, Grissom. À rigueur, peut-être lui, mais sinon, non, les autres me disaient vraiment rien. Ah, toutes les figures sont connues, même Courtney Vance, qui est... Oui, je sais plus quelle série policière... en fait, il joue aussi dans la mini-série The People versus O.J. Simpson. Ah, excellent. Il joue l'avocat, en fait. Donc, est-ce que c'est un hasard? Du coup, là, on a parlé des acteurs du remake. Est-ce que quelqu'un veut parler un peu des acteurs dans l'original? Fonda, perso, je m'en fous. Donc, Bastien, si tu veux enchaîner là-dessus. Mais tu ne peux pas t'en foutre d'Henry Fonda.
Non, j'ai pas 50 000 trucs à dire sur Henry Fonda. Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais gosse à travers Mon nom et personne. Ouais. Bon, c'est un film magnifique, mais bref, c'est pas le sujet là. Le mec qui se barre sur une... Faut un remake. Non, ça sera pas possible. Mais non, mais Henry Fonda, je crois qu'il incarne, enfin, je voudrais pas non plus trop m'emballer, mais il incarne aussi une certaine vision de l'américain moyen à travers lequel beaucoup de spectateurs peuvent s'identifier facilement. Puis bon, après, il y en a d'autres, voilà, qui sont pas forcément ultra connus du grand public, mais en tout cas, peu importe, c'était quand même tous des acteurs qui fonctionnent extrêmement bien dans leur rôle. Oui, le casting est très bien. Et bah du coup, justement, vous en avez pensé quoi du personnage principal, on va dire celui d'Henry Fonda dans l'original et celui de Jack Lemmon dans le remake? Bon, toi, Bastien, la question ne se pose pas, j'imagine que c'est Fonda, point. Oui, mais en vrai, bah voilà, parce que c'est difficile de passer après Henry Fonda sur une performance habitée comme ça. Et toi, Élise? Bah, je trouve qu'en termes de personnage, et surtout Henry Fonda, j'ai largement préféré cette version par rapport au jeu d'acteur. Peut-être parce que par rapport à la différence d'âge, c'est vrai qu'il y a un changement qui s'opère en termes de jeu d'acteur. Après, c'est pas en mal, hein, je le trouve bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai préféré le côté un peu plus hargneux de l'original. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, mais le casting est quand même beaucoup plus âgé dans le remake. Clairement, ouais. Il y a 10 ans d'écart, hein, j'ai fait la moyenne un peu des acteurs à l'époque. Et du coup, la moyenne, c'est 46 ans dans l'original, et dans le remake, c'est 56 ans, quoi. Je sais qu'ils voulaient faire un peu la passation entre l'Amérique d'antan et la nouvelle Amérique, on va dire. Et du coup, ça rend ce personnage principal un peu moins hargneux, je trouve, qu'est Henry Fonda, où t'as l'impression qu'il est vraiment habité par son discours qu'il est en train de faire, alors que j'ai plus l'impression de voir un Columbo dans le remake. Oui, il veut résoudre le mystère et tout ça. Sa sagesse, Il se pose un peu en victime des fois, il est un peu... Bizarrement, je trouve qu'il fait un peu plus calculé qu'Henry Fonda, mais peut-être parce qu'il prend du recul et laisse les autres un peu se noyer tout seul. Se battre entre eux, en sachant que je trouve que dans le remake, les autres personnages ont des plus grands envolements émotionnels. C'est cool à voir quand même, parce que du coup, ça fait vraiment du tac au tac et des réactions entre les personnages. Dans la version originale, t'as l'impression qu'ils sont tous un peu saoulés. Je trouve que Henry Fonda, il fait du Henry Fonda, c'est-à-dire que le mec a produit, il se met en scène lui, et t'as l'impression que c'est regardez-moi, je sais tout, je manipule tout le monde. Et en fait, j'ai trouvé ça un petit peu énervant. Je trouve qu'on comprenait les autres personnages qui étaient agacés par lui à toujours avoir raison sur tout et à toujours faire un peu le malin, quoi. Bah, je vois ce que tu veux Alors dire. que Jack Lemmon, de la jouer un peu en retrait, mine de rien, ça fait que du coup, des personnages peuvent plus se poser les questions eux-mêmes, et en fait, on voit qu'ils sont de mauvaise foi, les personnages dans le remake, alors que dans l'original, je trouve qu'ils sont plus réfléchis. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, c'est exactement comment le personnage d'Henry Fonda est introduit. Tous les autres persos sont un peu mêlés dans la masse, ils se parlent. Henry Fonda, c'est tout de suite le grand brin mystérieux qui parle pas, qui est en train de regarder la fenêtre, qui prend son temps, qui a introduit... Dans les deux, en soi. Oui, non, Jack Lemmon, il est un peu à part, mais c'est moins le côté beau gosse à la fenêtre qui fume sa clope. Il est au même niveau que les autres personnages. Oui, voilà. Alors, Cynthia, il y a aussi le truc, c'est que toi, tu savais que c'était un producteur. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il avait produit. Du coup, quand tu parles de ça, je me dis, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans où il se met bien en avant. Oui, mais ça, ces recherches-là, je les ai faites après avoir vu le film. Si D'accord, ok. Non, mais tu regardes l'affiche de 12 hommes en colère, t'as clairement Henry Fonda qui, en gros, il y a que son nom qui est dessus. C'était l'acteur Bankable. Mais c'était pour faire un public aussi, je me dis. Oui, bien sûr. À l'époque, c'est lui la star. Mais oui. En mode, je pense que c'est ce truc, c'est que quand tu regardes dans le remake, t'as des légendes du cinéma. Oui, en fait. bah, clairement. C'est ça. Du coup, le film, il a un statut tellement culte que dans toute la pop culture et les œuvres contemporaines, il y a plein d'œuvres qui font des références à 12 hommes en colère. Ouais, moi, j'ai une référence dans King of the Hill et je vais en profiter pour revendre cette série qu'il faut que tout le monde voie, qui est géniale. T'as la même situation, mais dans un focus group pour vendre des tondeuses électriques, où le mec il va essayer de convaincre tout le monde qu'il faut pas acheter le nouveau modèle, que l'ancien modèle est bien, en même temps qu'il va permettre de faire la leçon à son père pour arrêter de dire de la merde sur sa mère. Je le vends mal l'épisode, mais regardez King of the Hill, c'est la meilleure série, c'est le meilleur slice of life qui existe. Faut que tout le monde ait vu cette série. Il me semble que t'as la même chose dans Les Griffins. Oui. Je crois qu'il y a il me semble avoir vu un épisode aussi. En fait, t'as dans 7 à la maison, t'as dans Bob l'éponge, les Simpsons, les Griffins, les experts... T'as dans Bob l'éponge 12 méduses en colère, je crois, un truc comme ça. How I Met Your Mother, dans Monk, Parks and Recreation, Une nounou d'enfer, Ma famille d'abord. Et moi, mon préféré, c'est dans la série Malcolm. Donc c'est saison 3, épisode 20. Il y a Loïs qui fait partie d'un jury, et c'est la seule à douter de la culpabilité de l'accusé. Et après des heures de discussion, les autres jurys finissent tous par voter non coupable, sauf Loïs qui finalement, à la toute fin, change son vote pour coupable. Putain, voilà. Ça me fait logique. Logique. Je me souviens de ça.
Après, je m'étais fait un petit truc sur les petits détails amusants, une sorte de petit jeu des différences. Donc, c'est des trucs un peu insignifiants, mais qu'on changeait du film à l'autre. Est-ce que vous en avez en tête ou pas? Les fenêtres. C'est pas le même modèle des fenêtres. Après, il y a des choses toutes bêtes. Après, t'as la couleur dans le deuxième. Oui. Le diagramme est différent. Bastien, t'allais dire quoi? Non, il y a des trucs tout bêtes. Par exemple, les personnages ne fument pas dans le remake. Oui, c'est vrai. C'est tout bête, mais je pense que ça, c'est une convention aussi de la complètement. télé américaine à un moment où on n'avait plus trop le droit de faire ça. Tout à fait. Les allusions à la peine de mort dans l'original, injection. on parle de chaises électriques, et dans le remake, on parle d'injection. Ouais. Et puis, je crois aussi qu'il y a un peu plus de dialogue sur la psychiatrie dans le remake, alors qu'à l'époque, c'était pas forcément encore très considéré. Non, C'est un clairement peu pas. plus présent dans le remake, ouais. La fin a un autre feeling, je trouve. Il y a le même côté où on retourne à la vie normale après cet épisode, mais derrière tu te dis qu'il y a la vie qui continue un peu, et il y a aussi la vie du gamin qui va continuer, et que c'est marrant que la vie d'une personne peut jouer comme ça. Et dans le premier, il y a un côté un peu plus héroïque avec la musique, avec Henry Fonda qui descend l'escalier un peu en héros, même si tu vois qu'il retourne dans sa vie normale, alors que c'est vrai que dans le remake, il y a un côté un peu plus mélancolique. Peut-être que c'est ce que voulait Mildred Friedkin, hein, que la portée justice, c'est pas forcément super fun, quoi. Ouais. Oui, c'est marrant. Ouais, mais la finalité des deux films étant quand même la même, et pourtant oui. C'est ça. Là où Lumet donne, comment dire, un côté espoir en Le ouvrant. citoyen qui a fait son devoir, mais de façon juste et bien. On est sur les marches d'un palais de justice, une institution noble, etc. Les personnages se croisent. Il y a un espèce de jeu de position où ils partent chacun dans leur sens et tout. Puis c'est en extérieur aussi. Ouais, le plan te laisse respirer complètement. Et tu vois toujours le troisième juré descendre des escaliers abattu, mais pas comme George Scott. T'as l'impression vraiment qu'il il est au bout de sa vie, s'est quoi, fait pomper son âme, quoi. Peut-être que ça recoupe aussi les obsessions de Friedkin, encore une fois, de pas être dans le tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que là où Lumet a un discours d'espoir sur la justice américaine, Friedkin, lui, est toujours beaucoup plus nuancé sur ce sujet-là. Quand bien même la fin des films est toujours la même et le verdict sera toujours le même, c'est pas Friedkin qui va donner une once d'espoir à ce monde, clairement. Est-ce que d'ailleurs dans le film de Friedkin, il y aurait peut-être des dialogues qui auraient pu changer, même s'il en a changé quelques-uns, mais des fois t'as l'impression de voir une pièce qui est jouée par une autre troupe. Je vois ce que tu Il y veux avait des dire. dialogues qui avaient l'air un peu démodés par rapport à 97. Si tu veux pousser le vice, sache que la pièce a été adaptée au théâtre en France avec Michel Leb. Voilà. Tu feras ce que tu veux de cette information. Bah, du coup, qu'est-ce que vous avez préféré comme version, vous? Moi, j'ai préféré l'original. Ok. Il y a ce côté monument du cinéma, côté grandiose. J'aime bien aussi l'adaptation de Friedkin, mais parce que ça fait une petite Madeleine de Proust de téléfilm que je regardais et que j'aime bien. Je sais pas comment dire, parce que je trouve que j'ai pas de préférence techniquement, parce que je trouve que les deux films se valent l'un à l'autre, parce qu'ils sont chacun un produit de leur époque. Ok, la Suisse. Ah super, merci. Bon, ok, j'ai préféré l'ancien alors. Élise, tu préfères quoi? Je préfère la Suisse aussi. Non, j'ai préféré l'original. C'est surtout par rapport à l'ambiance, le côté noir et blanc, vieux film, le grain que t'as à l'image. Ça m'a plus parlé. Après, honnêtement, j'aime beaucoup l'autre version. C'est pas comme, tu vois, on a eu d'autres films qu'on avait vus et là c'était beaucoup plus facile à juger. Mais non, c'est vrai que là ça a été un plaisir de découvrir ce film comme ça. Et voilà. Ok. Et toi, Bastien, t'as préféré lequel? J'aime évidemment celui de Lumet, probablement plus parce que ce film m'a parlé immédiatement et que j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il fait partie de mon top 5, peut-être 10 films de tous les temps, probablement. Et peut-être aussi parce que Lumet met un peu plus de cœur à l'ouvrage dans la mise en scène. Je veux dire par là, tout ce qu'il fabrique avec la caméra, avec la spatialisation du décor et tout, me parle beaucoup. Là où Friedkin, à mon avis, Friedkin est un amateur de texte aussi, donc il a plus joué là-dessus, et c'est pas pour dire que la mise en scène l'intéresse pas, loin de là, mais il a un peu moins joué là-dessus, et dans ce cadre-là, je préfère celui de Lumet, mais le Friedkin reste absolument valide. Bah moi j'ai bien aimé les deux aussi, mais j'ai quand même une petite préférence pour Friedkin. D'accord. Moi le fait de retrouver les acteurs que j'adore, justement Tony Danza ou James Gandolfini des Sopranos et tout, ça m'a fait trop plaisir. Grissom dans Les Experts. En fait le fait de voir tous ces acteurs, je trouvais ça trop drôle, et voir en fait le jeu de la mise en scène qui certes est beaucoup moins travaillé que dans celui de Lumet. Mais en gros, la caméra qui est très vive, qui se pose pas, qui est toujours tendue et tout, je trouvais que ça ajoutait de la nervosité. Et ça, moi, c'est un truc qui me parle le plus. Genre, j'adore The Shield et compagnie, donc moi, je m'y retrouvais plus là-dedans. Mais quand même, là, du coup, c'est vraiment extrêmement personnel. J'ai une petite préférence pour le Friedkin, tout en ayant aussi adoré l'original. Tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, les deux films sont bien. Les deux films ont leur propre esthétique. Et du coup, dire lequel est son préféré est totalement subjectif par rapport à comment tu l'as regardé, comment tu l'as apprécié. Je pense que c'est juste une sensibilité de quel type d'époque de cinéma t'apprécies. Tu préfères, toi, ouais. Très bien. Bon, eh bien, merci à tous les trois pour votre participation. Merci, Cynthia. Merci.
Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!